médiation scientifique du CNRS et de l'Université de Montpellier. Et donc, nous avons pour mission de faire de la médiation scientifique par le théâtre en sensibilisant vous, le public, à des problématiques touchant à la science et à la société. Et donc, comme je l'ai mentionné, nous sommes une association, donc nous avons besoin de votre aide. Donc, à cette fin, nous avons placé des petits chapeaux à la sortie, dans lesquels vous pourrez glisser quelques piécettes et billets. Nous vous attendons également après le spectacle pour un petit pot en notre compagnie, où vous aurez également l'occasion de débattre avec nous, notamment au sujet des différentes idées présentes dans la classe, et elles sont nombreuses. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous souhaite un excellent spectacle. Docteur Philippe, je suppose. Qui voulez-vous que ce soit à 5 h du matin? Excuserez, docteur. Le cas est assez grave. Je l'espère bien. Se faire tirer du lit à une heure pareille? C'est moi qui ai besoin de vous, docteur. Très bien, déshabillez-vous. Est-ce bien nécessaire? En voilà une question. Êtes-vous malade ou non? Je me porte à merveille. Mais alors bon sang, que fais-je ici à 4 h du matin et par ce ton de chien encore? Si vous voulez bien l'approcher. Ah, c'est donc cet enfant. Parfait, parfait. Quand est-il né? Hier après-midi. Je crains fort, monsieur... Templemore. Douglas Templemore. Oui. Que vous m'ayez fait venir trop tard. Je le sais bien, docteur. Comment? Il y a près d'une heure que cet enfant est mort. Et c'est seulement maintenant que vous m'appelez? Vous n'avez pas compris, docteur. Je l'ai piqué. Avec une forte dose de chlorhydrate de strychnine. Quoi? Mais c'est ta mère! N'en doutez pas. Mais pourquoi? Comment? Je m'en expliquerai devant les juges. En attendant, veuillez simplement faire le constat. Il faut prévenir la police. C'est déjà fait. La prévenir tout de suite. Comment? Qu'est-ce qui est déjà fait? J'attends un inspecteur d'un instant à l'autre. Téléphone. Je vais l'appeler quand même si vous permettez. Je vous en prie. Allô? Ici le docteur Figgins. Il y a eu un meurtre. Un infanticide à Sunset Cottage. Très bien. Je vous attends sur place. L'enfant est à vous? C'est mon fils. Votre femme est là-haut? Je ne suis pas marié. Ah! Mais alors c'est... Un enfant, tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors où est la D'une mère? certaine façon. Au zoo, Pardon? la mère est au jardin zoologique. Elle est employée là-bas. Elle est pensionnaire. Et? Quartier des grands anthropoïdes. Et? Section du Paranthropus erectus. Cage numéro 9. Vous la trouverez là-bas. Et? Si vous voulez bien examiner l'enfant d'un peu plus près, docteur, vous relèverez certainement quelques anomalies remarquables. Nom de Dieu!
Vous m'avez fait tirer lit à 3 h du matin pour vous foutre de moi. Je vais me recoucher. Bonsoir. Docteur, 1 minute. Veuillez lire ceci, s'il vous plaît. Je sous-signé, Dr Williams du Collège Royal de Gynécologie, déclare avoir ce jour à 16h30 délivré d'un enfant mâle en bonne intégrité physique une femme pithécoïde de l'espèce Paranthropus erectus, expérimentalement inséminée par mes soins, ainsi que 6 autres femelles au musée d'histoire naturelle de Sydney, des œuvres de M. Douglas Templemore, journaliste habitant présentément Sunset Cottage, Guildford Surrey, Grande-Bretagne. Jamais entendu parler d'une pareille histoire. Qu'est-ce que c'est, ce Paranthropus? Toute la question, personne n'en sait rien. C'est quand même bien un singe, il est quadrumaire. En êtes-vous bien sûr? Je ne connais pas d'homme quadrumaire. Plutôt qu'on n'en connaît pas jusqu'à présent. Mais supposez par exemple qu'un accident de chemin de fer, tenez. Courons-lui les jambes. Il a les bras, Petit mort aux pieds coupés. il a les bras trop longs. Mais le visage! Les oreilles sont plantées trop haut. Mais avec le temps, supposez qu'on aurait pu lui apprendre à lire, à écrire, à compter. À mettre l'homme dans une bouteille. Supposition stupide parce que l'on n'en saura rien. On le saura, docteur. Ah, et comment? Il a des frères. Hein? 3 déjà sont nés d'autres femelles. 2 autres. Monsieur Templemore, qu'attendez-vous de moi exactement? Que vous fassiez votre métier. Cette petite créature est un singe, ce n'est pas de mon ressort. J'ai tué mon enfant. Il a été baptisé sous le nom de Gary Edward Templemore, enregistré à l'état civil, déclaré à la mairie, ne peut pas disparaître sans laisser de traces. Mais ces parents trapus là sont des singes, c'est vous qui m'avez dit. Je n'ai rien dit de tel. Alors bon sang, qu'est-ce qu'ils sont? Les avis sont partagés. Quels avis sur quoi partager? Celle des anthropologues, sur l'espèce à laquelle appartient le Paranthropus. C'est une espèce intermédiaire. Homme, singe, il ressemble aux deux. Au gorille, à l'orang-outan, ainsi qu'à vous et à moi. De sorte qu'il se pourrait très bien que sa mère soit une femme, après tout. En attendant, son enfant était mon fils. Je l'ai tué. Douglas, est-ce que le petit... Cyril, vous m'avez promis de rester ici. N'y allez pas, tout est fini. Seriez-vous, madame, la mère de ce nouveau-né? C'est celui-là? Vous me prendrez pour une croquette? Dr Figgins, Miss Sybil Grimm, ma fiancée, et chef avec sa mère de l'expédition qui a découvert les tropies. Les tropies? Qu'est-ce que c'est encore? Simple contraction d'anthrope et de pitèque, d'homme et de singe, pour désigner familièrement cette nouvelle espèce. Elle existe donc vraiment? Là, ce docteur, elle n'existe que trop. Mais alors, si j'ai bien lu ceci, vous allez vous trouver le père de 5 autres petits singes tout pareils? Vous commencez à comprendre, docteur. Ma chère ministre, Ne m'appelez pas ministre. quelle bonne surprise. De quoi s'agit-il? Vous avez lu les journaux ces derniers temps, je suppose, à propos de cette étrange histoire. Vous savez, cette affaire de Tropie. Enfin, je les ai parcourus. Il s'agit de cette nouvelle espèce de singe, non? Ou de sauvage. Justement, c'est ce qu'on ne sait toujours pas. Vous connaissez les circonstances de ce procès interrompu? Je crois me rappeler que le jury a refusé de délibérer. Il a refusé de se prononcer et tout envoyé promener. Un scandale sans précédent dans toute l'histoire de la justice britannique. Au moins si ça pouvait la secouer un peu. Et quelles raisons les jurés ont-ils donné de ce refus?
qui n'y comprenaient rien, comme si des jurés devaient absolument comprendre les causes qu'on leur présente. Il n'y a pas de quoi rire. Nos magistrats sont ridiculisés. Cette déplorable affaire provoque dans la presse des flots de réflexion acides. Regardez ces gros titres. Tropillon, notre tropille, on se moque de nous à New York. Et celui-ci, tropille, soit qui mal y pense. Les Français n'ironisent pas moins. C'est très désagréable. Je vous ai fait réunir les coupures les plus importantes. Ouais. Si l'on en croyait, tout journaliste devrait être envoyé tôt ou tard à la potence. L'occasion s'offre à vous, ce Templemore est justement un journaliste. Et alors? C'est vous qui présiderez les nouvelles assises. Ah, bien merci du cadeau. C'est le prix, cher ami, de votre compétence. Mais si le nouveau juré devait se démettre et déclarer forfait une seconde fois, j'y laisserai des plumes, et vous aussi. C'est-à-dire? Cette affaire apparaît de jour en jour plus complexe et plus délicate. Disons qu'il faut absolument la simplifier car elle a débordé le domaine judiciaire. Pour tout vous dire, elle inquiète vivement mon excellent collègue, le ministre du Commerce. Vous le connaissez? Non. Qu'a-t-il à voir avec cette histoire de singe? Ou de sauvage. Figurez-vous qu'elle le touche de très près, lui et nos industries. Car ces créatures, si elles nous ressemblent comme à des frères, ressemblent aussi beaucoup, malheureusement, à des gorilles. Mais des gorilles alors excessivement adroits que l'on a pu dresser à faire beaucoup de choses, jusqu'à se servir même d'outils et de machines. Peut-être devinez-vous où je veux en venir. Pas encore tout à fait. S'il ressortait par malheur de ce procès que ces tropillas sont des animaux, nul ne pourrait alors empêcher nos concurrents australiens de s'en servir là-bas comme d'une main-d'œuvre, disons, à bon marché. À très bon marché, même. À très, très, très bon marché. De sorte que nos industries nationales, ici, en Angleterre, avec ces hauts Je salaires... vois. Mais si le jury décide qu'ils sont des hommes, il s'ensuivra que l'accusé sera déclaré coupable et pendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un juge, de toute façon, ne saurait mettre en balance même de grands intérêts financiers avec la vie et l'honneur d'un citoyen. Bien entendu. Serait-ce un journaliste? Bien entendu. Mais remarquez qu'il peut tout aussi bien s'agir, selon ce qu'ils sont, ces tropillas, de la vie et de l'honneur d'un peuple. D'un peuple! C'est la thèse du ministère public. Elle est, comme vous le voyez, tout à fait humanitaire, n'est-ce pas? De sorte qu'il serait éminemment souhaitable que le juré ne soit pas trop influencé dans l'autre sens. Me suis-je bien fait comprendre? Je me le demande. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, Madame la Ministre? Je faisais allusion à une certaine demoiselle. Certaines demoiselles. La fiancée de ce Templemore, c'est la fille de la vieille Grimm, Bertha Grimm, l'anthropologue. Et alors? N'est-elle pas la filleule d'une amie de Lady Draper? Ah! C'était donc ça! Alors ne craignez rien. Je respecte ma mère. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Mais elle est parfaitement frivole et ne se mêle jamais de mes affaires de magistrat. Non. En somme, Madame la Ministre, mettons les points sur les i. On redoute en haut lieu que l'accusé soit disculpé. On redoute que les troupies et la petite victime avec eux ne soient tenus pour des animaux. N'est-ce pas la même chose? Ceci dépasse ma compétence. Tout à fait. De qui parlez-vous? De Douglas Templemore et de cette stupide histoire de singe? Ou de sauvage, madame, ou de sauvage. Comment, vous connaissez ce garçon? Non, je connais Sibylle, la nièce de Rosalind. Que lui jetiez-vous tous les deux? Vous n'allez pas quand même envoyer ce bon jeune homme à la potence? Enfin, maman. Le futur gendre ou presque de ma meilleure amie? Ou enfin, d'une de vos 160 meilleures amies. J'insiste, mon cher, n'oubliez pas notre entretien. Ni ce que je vous ai dit, mon cher Arthur. Chacun vous connaît pour un homme de devoir. Et moi, je vous connais pour un homme de cœur. Eh bien, selon toute apparence, me voici dans de beaux bras. Non, non, on vous connaît aussi pour un homme de ressources. Et je gage que vous saurez obtenir un verdict qui contentera tout le monde. Mon cher, bon travail, ne vous en faites pas trop, mais pas trop peu non plus. Ni trop pire. Allez, bonsoir et à bientôt. Rosaline se fait tant de soucis. N'écoutez
pas cette nigote de ministre. Si l'on m'a fait l'honneur de me désigner pour reprendre ce procès. Pauvre Arthur, elle est pour peu de choses dans cette désignation. C'est nous, Rosaline et moi, qui avons persuadé le procureur général. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Alors vraiment, je suis stupéfait. Jamais vous étiez mêlé de mes affaires. Si votre justice se mêle du monde qui est le mien, il faut bien qu'à mon tour je me mêle du vôtre. Je peux rassurer Sibylle, n'est-ce pas? Ce serait si gentil. Je vous avertis que je commence à en avoir par-dessus la tête du greluchon de la filleule de votre 54e meilleur ami. Arthur, qu'est-ce que je peux dire de rassurant à cette petite? Je sais pas, moi, qu'elle peut se commander sa toilette de deuil. Oh Dieu! Nous reprenons l'audience. Nous venons d'entendre les premiers témoins de l'accusation. Les employés de l'état civil, le pasteur Scott qui a baptisé la victime. Non, sans hésitation, en voyant son visage, comme la vieille servante du pasteur en a témoigné. Laquelle avait pourtant dit à l'accusé tout le portrait de son papa. Par pure infabilité. Messieurs, qui faisons-nous comparaître à présent? Madame Bertha Green, votre honneur, chef de l'expédition qui a découvert une tropie. C'est bien vous, Madame Green, qui dirigiez l'expédition. Oh, une expédition. Et puis le diriger, moi, vous savez, en dehors de mes 10 ans plus tôt, enfin, si vous voulez. Vous partiez à la recherche du Paranthropus erectus. Mais non! Dites plutôt que c'est eux qui sont venus se fourrer dans mon pâte. Vous auriez l'idée, vous, d'aller chercher des gens qui n'existent pas une chance sur des milliasses. Qu'ils existent. Mais non, de les trouver. Tous ces lascars-là avaient disparu depuis plus d'1 million d'années. Tous les tropies. Mais non. Le synanthrope, l'australopithèque, le zinjanthrope, l'homme de Java. Est-ce que je sais, moi? Il y en a des tas. Alors que cherchez-vous? Où ça? En Nouvelle-Guinée. Une mandibule fossile. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, de fossiles vivants? Et d'ailleurs, nous n'avons même pas retrouvé l'endroit. Des tropies. De la mandibule. On s'est trompé de forêt vierge. C'est la faute de Pop. Il ne s'occupait que de ses papous. Hop, s'il vous plaît, professeur, tâchons de procéder par ordre. Pop, c'est le père d'Illigan. Un excellent paléontologue. Sauf qu'il ne dit que des sottises. Il croit que l'évolution a un plan et un architecte. Quand on est moine bénédictin, on ne devrait pas s'occuper de sciences exactes. Ou alors, laisser les papous tranquilles. Il les avait tous convertis et ne s'occupait que de leur catéchisme. Total, on s'est trompé de forêt vierge. Heureusement qu'on a rencontré Krebs avec ses négritos. Qu'aurait-on fait sans elle? Bien que, en dehors de ces négritos, les théories de Krebs, si vous voulez mon avis... Épargnez-nous ces incidentes. Professeur, vous seriez bien aimable. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas une oratrice. Vous feriez mieux de faire venir ma fille. Elle s'est fiancée avec ce Temple mort. Ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux, sans doute. Mais elle s'en est toquée. De sorte que, enfin, justement, moi, vous savez, elle vous expliquera mieux. Qu'on passe l'accusation? Très bien, j'appelle mademoiselle Sibylle Green.
membres de l'expédition. Oui, elle sera courte. Ma mère, moi-même et le père d'Illigan, c'est tout. Et nos porteurs papous, bien entendu. Et la professeure Krebs. Non, nous l'avons rencontrée seulement par hasard. Elle allait nous remettre sur la bonne piste quand justement... Un instant, nous y reviendrons. Personne d'autre? Personne qui participa aux recherches. Mais Douglas Templemore. Il ne nous a rejoints que beaucoup plus tard. Est-il aussi anthropologue? Non, il est journaliste. Que faisait-il alors dans votre groupe? Il rédigeait notre journal de bord. Et pourquoi madame votre mère l'avait-elle choisi? Ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est moi. Étiez-vous fiancé à l'époque? Non, Et quand avez-vous décidé de l'épouser? Là-bas, en Nouvelle-Guinée? non, à notre retour. Et quand ont lieu les fiançailles? La veille même du meurtre. Car vous appelez cela un meurtre! Seulement par commodité. Ignoriez-vous que ce meurtre serait commis? Bien au contraire, c'est pour cela que je lui ai donné mon approbation. Était-ce une récompense? C'était une approbation. Vous en aviez donc parlé. Bien entendu. Ah! Où et quand? Là-bas, en Nouvelle-Guinée. Il y a donc eu de sa part une très longue méditation. Dites plutôt, maître, une très longue hésitation. Est-ce vous qui l'avez décidé? Oh non, maître, Dieu sait que non. C'est lui qui m'a convaincu. De quoi? Il n'y avait pas d'autre moyen de tirer au clair toute cette navrante histoire. La nature des tropies. Oui, et même ainsi, maintenant j'ai peur. Je crains qu'il ne se soit sacrifié en vain. C'est un enfant qui l'a sacrifié! En vain, puisque personne n'a cette barre, pas même nous, anthropologues, n'avons été capables d'apporter la réponse. Et maintenant, vous allez recommencer à le questionner, comme le faisait Douglas, sans cesse, sans cesse. Et j'avais beau lui expliquer ce qu'est un travail scientifique. Il insistait, il insistait. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous énerve? Quand en aurez-vous fini avec vos questions de collégiens? Mais vous êtes incroyable! C'est vous qui me faites venir et vous ne me dites rien. Vous ne m'expliquez rien. Je vous sers de joujou ou quoi? Occupez-vous de moi plutôt, non? Ah, c'est moustique. Oui. Ah, je me demande comment fait cet animal de Krebs. Elle les ignore comme s'ils n'existaient pas. Elle, c'est une dure à cuire. Tandis que moi, Vous finirez malheureusement par devenir comme tout le monde. que fait-elle dans ce patelin d'ailleurs? Elle aussi, elle cherche des mandibules. Non. Elle s'intéresse à la psychologie primitive. Celle des papous. Non, celle des négritos, qui sont encore à l'âge de pierre. Si vous étudiez la mienne plutôt, non? Non, sans intérêt, vous êtes beaucoup trop civilisés. Ah ben, je ne resterai pas très longtemps si personne ne m'adresse la parole. Au fond, cette Krebs est une sage. Pourquoi? Elle ne s'est pas, comme moi, laissé prendre dans vos filets. À peine vous êtes-elle aperçue qu'elle a fichu le camp. Où est-elle allée d'ailleurs? Dans les falaises. Mais je n'y suis pour rien, c'est à cause des cailloux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Vous ne voyez pas comment ils sont taillés? C'est un coup de poing. Taillé pour percer le crâne du gibier, de façon très grossière, par des hommes très primitifs. Et alors? Comment ça, et alors? Vous ne savez pas que le camp a été attaqué avant votre arrivée? Non, j'ignorais. Un coup de pierre, justement. Mais par qui? Nous ne savons pas, nous n'avons pas pu voir nos agresseurs, il faisait nuit. Mais en jugé par ces cailloux, ce devaient être des hommes encore plus primitifs que les négritos de Krebs. Du coup, hier, toute excitée, elle est partie à leur recherche dans les falaises, et voilà. Elle n'a pas peur de se faire massacrer alors? Elle a la manière. Et si c'était des gorilles des fois? Des gorilles. Mais les gorilles ne taillent pas la pierre, espèce d'analphabète. À qui la faute, hein? Personne ne m'explique rien, moi. Hello. 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 Voilà, que fait ce moine parmi vous? C'est pour dire la messe? Pop est le meilleur ami de ma mère, et son plus redoutable adversaire. Au catch ou au bridge? En histoire naturelle, et vous n'y entendez rien. Mais si, expliquez-moi. Pop croit que l'évolution, du coquillage à l'homme, répond à un plan divin.
Ma mère est une matérialiste. Elle ne croit qu'à une suite de circonstances, au hasard. C'est un hasard que l'homme descend du singe. Mais il n'en descend pas, espèce de journaliste. Ah non? On descend qui alors? Jamais entendu parler d'Anthropopithèque? Si, bien sûr, comme tout le monde. Et puis? Comment ça, et puis? Bah, il descend de qui, lui? Mais de la même branche que nous, pardi. Branche? Quelle branche? Celle du tronc commun qui s'est séparée en deux et qui a donné tous les singes d'un côté et tous les hommes de l'autre. Quelle chance Quoi? que vous et moi soyons descendus tous deux du bon côté. Vous donniez à notre journaliste un cours d'anthropologie. C'est un pauvre attardé, il faut tout lui apprendre. Par exemple, que les gorilles ne taillent pas la pierre. Ils auraient très bien pu, par exemple, ramasser des pierres taillées par Voléritos. Absurde. D'abord, les singes n'attaquent pas l'homme. Il vous faudra, jeune homme, apprendre votre catéchisme. Ah mais tiens, voilà notre Krebs. Alors, cher ami, quelle nouvelle de l'ennemi? L'ennemi disparu, envolé. Mais tout de même, ça valait la peine. C'est volcanique à ne pas croire un peu plus haut. Mais ça grouille. L'endroit est pourri de singes. Des singes sur du basalte. Oui, je sais que c'est curieux. Mais ce sont des singes troglodytes, ils vivent dans les trous des falaises. La vérité sortira peut-être un jour de la bouche des ignorants. Bon, mais c'est pas tout ça. On perd son temps ici. Quand nous emmenez-vous sur le chantier de nos anciennes fouilles? Pas de sitôt, mes agneaux. Vous ne prétendez pas que nous allons rester cloués ici? Vous nous aviez promis que dès votre retour... Oui, moi je veux bien, j'ai vu ce que je voulais voir. Mais je doute que vous décidiez de quitter ces lieux. Moi, mais par exemple... Vous avez trouvé quelque chose? Ne nous faites pas languir. Dites tout ce que c'est. Allez, allez. Tada! Une calotte crânienne. Où l'avez-vous trouvé? Mais... minute, là-haut, dans un lapilli du Pléistocène. Mais... ou bien je me trompe. Ou bien c'est une calotte plus olinienne que celle du synanthrope. Expliquez-moi, s'il vous plaît, traduisez. Une seconde, un crâne d'un million d'années ou à peu près. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardez-moi ce pariétal. Enfin, ce qu'il en reste. Faussaire! Saloperie! Mais dites donc, qu'est-ce Je que ne vous permettrai pas! Ainsi vous payez ma tête! Enfin, Bertha! Mais, petite vaurienne, Mais qu'est-ce si que j'ai vous fait? croyez que vous n'avez pas honte, Mais- osez plaisanter avec... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Gott verdammt, c'est Schweinerei! Répondez-moi, s'il vous plaît! Bien. C'est un crâne d'un million d'années, sauf que ce n'est pas un crâne fossile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a pas loin d'ici des pitécanthropes d'un million d'années, mais vivants! Les cailloux! Oui! Les cailloux! Les cailloux! Les cailloux! Et ces pierres étaient toutes taillées, n'est-ce pas? Oui, maître, elle l'était toute, très grossièrement, mais elle l'était. Parfait. De plus, n'a-t-on pas observé plus tard que ces tropis savaient faire le feu? Très peu d'entre eux en sont capables. Comment le savez-vous? Eh bien, Krebs n'a pas mis longtemps à les apprivoiser. Avec du lard, ils en sont très friands. Mais, une fois chez nous, ceux qui l'ont suivi, plus jamais nous ne les avons vus faire le moindre feu. Alors qui en faisait, mademoiselle? Bien ceux qui, malgré l'appât du lard, n'ont pas voulu quitter leur grotte. Pourquoi, par fierté? Je ne sais pas, votre honneur, c'est ce que pensait Krebs. Mais les autres faisaient du feu. Pourquoi? Pour cuire leur viande? Plutôt pour le fumer. C'est-à-dire pour faire des conserves. Non, Et comment non? non, pas du tout. Alors pourquoi? Pour rien. Mais quoi pour rien? Voyez-vous, il faut plusieurs semaines pour fumer un cuisseau. Or, il le dévorait le jour même, parfois moins d'une heure après. Mais cuit? Non, cru, comme tous les carnivores. À quoi leur servait-il alors de les passer au feu? Je ne sais pas, votre honneur. Peut-être est-ce chez eux une sorte d'instinct, de pratique héréditaire. N'empêche, impossible d'hésiter.
Des singes qui savent tailler la pierre, faire le feu et fumer leur viande ne sont pas des singes, mais des hommes. Je vous remercie. Le témoin est à vous. Mademoiselle, on a trouvé naguère près de Pékin des ossements fossiles. Ceux du Sidianthrope. A-t-on pu les classer dans l'espèce humaine? Absolument pas. Or, ne savait-il pas tailler la pierre et faire le feu? Effectivement. Ah, non. Ça, rien n'est moins sûr. Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Oui. Certains prétendent que les ossements, les traces de feu trouvées près de ces ossements peuvent signifier aussi que les hommes existaient déjà et ont tué les singes avec ces pierres et l'ont fait cuire avec ce feu. Mais nous n'en savons rien. Cependant, mademoiselle, Maître, n'interrompez pas, s'il vous plaît. Parlez, mon cher confrère, à charge de revanche. mademoiselle, tout le monde sait que c'est le propre de l'homme que de faire le feu, non? Puisque l'homme est seul à pouvoir faire le feu, qui fait le feu est donc un homme. Il n'y a pas 100 ans, maître, vous auriez pu dire encore. L'oiseau est seul à pouvoir voler. Qui vole est donc un oiseau. Oui, mais 10 ans après, ce n'était plus vrai. Non, voyez-vous, le Sidianthrope, déjà, a fait douter qu'il fallait être un homme pour savoir faire le feu. Le Tropi, loin d'affaiblir ce doute, la croit tout au contraire. Car il est démontré, n'est-ce pas, mademoiselle, que la constitution des tropies est absolument simiesque. Absolument, c'est peut-être trop dire. Très proche, oui. Mais n'ont-ils pas des bras démesurés avec des mains qui pendent tout près de terre? Ils ont les jambes très courtes. Mais ils se tiennent droit, comme nous. Ils se tiennent souvent droits. Mais courbés quand ils marchent en s'appuyant sur le bout des doigts. Seulement quand ils courent. Mais leur visage est nu comme celui des humains. Mais écrasés comme celui des gorilles. C'est singulier, mademoiselle. Est-il réellement impossible qu'à ces questions anatomiques, il nous soit répondu en passant autre chose que ces oui mais? Comment faire autrement, votre honneur? Oui, les mâles sont épais et poilus comme des ours. Mais les femelles sont très gracieuses quand elles sont jeunes. Oui, elles ont une gorge très féminine. Mais le front est fuyant et... Le front est fuyant et la mâchoire puissante armée de canines impressionnantes. Vision charmante, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Ainsi posé, ainsi que tombe dans votre lit une de ces tropiettes, et pour peu que vous lui cachiez la tête sous l'oreiller, ses pieds sous l'édredon, ainsi que ses jambes trop courtes et ses bras trop longs, et vous tiendrez dans vos bras une délicieuse créature humaine. Je vous remercie, mademoiselle. Désirez-vous, procureur, entendre encore d'autres experts? Si vous le permettez, votre honneur, il me paraît indispensable de faire comparaître d'abord le docteur Figgins, qui a découvert la petite victime. Très bien. Docteur Figgins, vous avez découvert le cadavre d'un nouveau-né de sexe masculin. Bien sûr, j'aurais voulu vous y voir. On me réveille en sursaut à 4 h du matin. 5 heures. 5 h du matin. J'avais déjà veillé une moitié de la nuit sur une coqueluche à l'accouchement. Un métier de fou, votre honneur. De plus, je souffre d'insomnie. C'est à peine si je venais de m'endormir. Oui, docteur, vous êtes certainement très occupé. Nous le sommes aussi. Voudriez-vous nous permettre de vous poser quelques questions précises auxquelles vous répondrez de même? Bon. Merci. Docteur Figgins, vous avez découvert la petite victime dans son berceau, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez observée à un moment pour vous assurer du décès. Oui. Puis, vous vous êtes mis en devoir d'alerter la police. Oui. Et vous avez refusé le permis d'inhumer, l'enfant ayant été piqué à la strychnine par son père. Oui. En un mot, vous avez agi comme il est du devoir d'un médecin en présence d'un infanticide. Oui. Je vous remercie. Docteur, vous avez pu examiner de près le petit cadavre. Oui. Et déclarer ensuite, ce n'est pas un enfant, c'est un singe. Oui. Pour quelle raison, docteur? Certains caractères évidents, comme la disproportion des membres, l'architecture du pied, ou plutôt des mains postérieures dont le pouce s'oppose aux autres doigts, l'absence de courbure lombaire, certains détails de la morphologie de la face et du crâne. Mais n'aviez-vous pas considéré ses oreilles, ses yeux? Parce que vous êtes Encore arrivé. une fois, maître, n'interrompez pas. Parlez, allez-y.
Et vous n'aviez à ce moment rien remarqué de tout ce que vous venez de nous dire. Bien sûr que non, je l'avais remarqué. Je ne doutais de rien, n'est-ce pas? On me réveille en sursaut à 5 heures du matin. On me montre un enfant au berceau, une petite tête de nouveau-né encore toute chiffonnée, toute flippée. On pouvait s'y tromper, j'imagine. Par conséquent, vous maintenez qu'il s'agissait seulement d'une mauvaise plaisanterie. Non, je ne dis pas cela. Et que dites-vous alors? Que c'était un singe, rien de plus. Je vous remercie. Cependant, docteur, comment expliquez-vous une bien étrange contradiction? Quelle contradiction? Vous arriverait-il par hasard de dresser des constats de décès pour des animaux? Non. Cependant, vous en avez dressé un. C'est l'inspecteur qui l'a exigé. Eh bien, mais tout cela est parfaitement clair. Vous émettez des doutes tout personnels sur la constitution de la petite victime. Ma foi, c'est votre droit. Mais vous n'avez aucune raison de lui dénier son existence légale. Si vous voulez. En d'autres termes, vous admettez qu'au regard de la loi, la victime était sans conteste le fils de l'accusé. Si vous voulez. Il y a donc bien eu infanticide en bonne et due forme. Je vous remercie. Docteur, pensez-vous que dans une affaire aussi sérieuse, la légalité formelle doive l'emporter sur la zoologie? Objection! La défense invite le témoin à donner son avis sur le fond. Nous formulerons donc la question autrement. Docteur, si l'on vous eût fait venir, non pour constater le décès de ce petit être, mais sa naissance, auriez-vous été déclarer cette naissance à la mairie? Assurément, non. Par conséquent, s'il n'avait tenu qu'à vous, vous auriez refusé à ce petit être toute existence légale, comme vous l'auriez refusé à un chien ou un chat. Exactement. Je vous remercie. En résumé, docteur, les circonstances vous ont amené à adresser un acte de décès pour une créature à laquelle vous n'auriez jamais accordé d'acte de naissance. Votre honneur, pouvons-nous entendre le médecin légiste, s'il vous plaît? Oui. Je vous remercie, docteur. Faites entrer le docteur Bulbro. Docteur Bulbro, vous avez pratiqué l'autopsie de la petite victime en présence du docteur Figgins. En effet. Et il vous a sans doute fait part pendant l'opération de certaines remarques sur sa constitution. Bien sûr. Avez-vous conclu comme lui? Et non, sinon il n'y aurait pas de procès. C'est ce que je voulais vous faire dire. Vous n'avez donc pas retenu ces remarques? Ah si, mais elles ne veulent rien dire. Parce que beaucoup d'enfants à la naissance ont des malformations. Au cours de votre carrière, vous en aviez déjà relevé de semblables? Les malformations sont rarement semblables, mais elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Et au cours de ma longue carrière, je n'ai vu que trop d'infanticides sur des enfants plus ou moins visiblement prétendus monstrueux. Et à votre avis, est-ce le cas dans l'affaire qui nous occupe? Cela pourrait être le cas. Vous avez donc conclu que la victime était un petit enfant? Non. Comment non? Et alors qu'avez-vous conclu? Mais j'ai conclu que la mort était due à l'injection d'une dose de chlorhydrate de strychnine. Mais si c'était pas un singe, c'était un enfant, vous avez bien conclu dans un sens ou dans l'autre. Mais je n'avais aucune conclusion de ce genre à faire. Par exemple, pourquoi? Mais parce que le rôle d'un médecin légiste, c'est de se prononcer sur la cause de la mort et pas autre chose. Le reste, regardez la police. Pas moi. Mais, vous avez transmis le rapport d'autopsie au tribunal de police en vue de constituer un dossier pour meurtre. Ben, bien entendu. Mais il ne peut y avoir de meurtre sur un singe. Il fallait donc que vous eussiez conclu qu'il s'agissait d'une victime humaine. Mais je n'avais rien à conclure de pareil. Par exemple. Pourquoi? Mais ce n'est pas le rôle des médecins légistes. C'est bien la première fois que je m'entends répondre une chose Et pareille. c'est bien aussi la première fois qu'on se trouve devant un cas pareil. Vous voulez dire que vous, médecin légiste de votre état, n'êtes pas foutu de faire la différence entre un homme et un singe? Non mais vous pourriez nous le dire peut-être ce que c'est qu'un homme simplement. Mais bien sûr, un homme c'est quoi? Voilà. Mais si je ne sais plus, je n'ai qu'à regarder l'encyclopédie. Et Voilà.
Et nous l'avons fait. Et voici la définition. Homme, mammifère bimane, à station droite, doué d'intelligence et de langage articulé. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Monsieur voudrait peut-être que je lui dise, à l'âge de ce petion, si plus tard il aurait été doué d'intelligence ou de langage articulé, ou même s'il aurait pu marcher debout. Et justement, il ne l'aurait pas pu puisqu'il n'avait pas des pieds mais des mains. Oh, un bon orthopédiste aurait pu arranger ça. Ce n'était pas une malformation accidentelle, c'était une constitution héréditaire. J'ai pu observer le père qui me paraît d'un nom constitué, mais on ne m'a pas présenté le reste de la famille. Cependant, le docteur Figgins s'est montré lui absolument affirmatif pour nous dire que c'était un singe. Ah oui, et lui, il y a 400 ans, il aurait aussi classé sans doute les Indiens parmi les singes. À cette époque-là, de l'autre côté de l'Atlantique, on prétendait que ces bipèdes ne pouvaient pas descendre historiquement d'Adam et Ève. Alors, on les a appelés des chimpanzés sans queue, et on en a fait grand commerce. Je regrette votre entêtement, professeur, mais je ne peux pas vous obliger, bien entendu. Vous pouvez disposer. La cour va finir par perdre patience. L'accusé ne dit rien, les médecins se récusent, même les anthropologues prétendent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que cette histoire. Accusé, levez-vous. Monsieur Templemore, voudriez-vous être pendu? Non, votre honneur. Vous en prenez le chemin, je vous en avertis. Vous voulez absolument être jugé Oui, votre honneur. pour infanticide. Non, votre honneur. Vous recommencez. Monsieur Templemore, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Vous avez amené votre soi-disant fils au pasteur pour le faire baptiser. Ensuite, à la mairie, vous l'avez déclaré. Ensuite, vous l'avez piqué. Ensuite, vous avez contraint le docteur Figgins, qui ne le voulait pas, à dresser un constat de décès pour vous faire accuser de meurtre, en vue de vous faire juger. Eh bien voilà, vous y êtes, nous vous jugeons. Et maintenant, vous voulez nous dire, c'était seulement un petit singe. De qui vous moquez-vous? Pardon, votre honneur, je ne prétends pas du tout qu'il s'agissait d'un petit singe. Vous prétendez que c'était un enfant? Je ne plaide, votre honneur, ni l'un ni l'autre. Enfin, vous, maître, bon sang, vous nous avez bien dit que vous plaideriez innocent. Innocent, votre Et honneur. donc la victime n'était pas un enfant, mais un singe. Il peut nous arriver de plaider, c'est vrai que la petite victime était un singe. Mais c'est seulement lorsque l'accusation essaie de nous faire admettre que c'était un enfant pour des raisons insuffisantes. De sorte que si l'accusation prétendait que c'était un singe, Nous plaiderions peut-être que c'était un enfant, votre honneur. enfin ce n'est pas autre chose que l'esprit de contradiction, ça. Douglas, vous refusez de vous défendre, c'est ça? Me défendre de quoi, votre honneur? D'avoir tué un petit singe? D'avoir tué un enfant. Et si c'était un enfant? Mais enfin, bon sang de sacre bleu, ça devrait pourtant être facile à déterminer ce qu'ils font, ces tropies. On nous dit qu'ils ressemblent à des gorilles, mais aussi à des hommes très primitifs. Est-ce qu'on ne retrouverait pas chez les tropies telle ou telle manière d'être qu'on retrouve chez les primitifs? N'y a-t-il pas dans l'Assemblée un spécialiste de la question susceptible de nous éclairer? Si, justement, votre honneur. Notre prochain témoin, c'est sa spécialité, la professeure Krebs. Eh bien qu'on la fasse venir. Professeur, les témoins nous ont dit que vous avez longuement étudié les mœurs des négritos. Avez-vous observé chez les tropies quelques-unes au moins de leurs habitudes? Oui, votre honneur, et même aussi un peu des nôtres. Ah, Seulement, qu'est-ce que ça prouve? Hein? Les singes aussi font des choses étonnantes, vous savez. Tenez, par exemple, le rire. On a beau dire que c'est le propre de l'homme, ça n'empêche pas les chimpanzés de se fendre la pipe jusqu'aux oreilles. Et puis d'ailleurs, naguère encore aux colonies, combien en voyait-on qui faisaient le ménage, la vaisselle, sans même ébrécher une assiette? Bon, et bien les tropies peuvent faire tout ça aussi. Même, ils nous ont aidés à visser les écrous d'un hangar. Seulement c'était pour le plaisir, ils auraient vissé n'importe quoi sans être fichus de se demander à quoi ça pouvait bien servir. Hein? Quoi encore? On vous a dit que les tropies enterrent leurs morts. La vérité c'est qu'ils les foutent dans des crevasses avec des pierres par-dessus. Tout cela ne nous avance pas. Bah,
il me semble au contraire, professeur, que les capacités des tropies s'accumulent. Ils taillent la pierre, font le feu, fument leur viande, font le ménage, la vaisselle, visent des écrous, enterrent leurs morts. Oui. Ça fait de l'effet comme ça. Mais en matière d'imitation, les singes sont très forts, vous savez. Enfin, professeur, les êtres humains, ça pense et ça parle. Pouvez-vous nous dire au moins si les tropies pensent et s'ils parlent? Ah, ça, c'est plutôt au père Dilligan que vous devriez le demander. Il est un peu spécialiste de linguistique acoustique et il pourra vous répondre mieux que moi. Ah, très bien. Est-ce un nouveau témoin? Bien. J'appelle le père Dilligan. Mon père, la défense... Le témoin est à moi. Votre honneur. Bon, interrogez-le. Mon père, on vient de nous dire que les questions de langage étaient précisément votre affaire. À votre avis, les tropies savent-ils parler entre eux? Et encore une fois, que voulez-vous qu'on vous réponde? Qu'est-ce qu'un langage? Un assemblage de sons formant des mots, c'est-à-dire un vocabulaire. Combien de sons, combien de mots? Les Chinois ont 60 000 mots, nous en avons 30 000. Les Zoulous en ont 7 ou 8 000, les Bushiman 5 ou 600. Tout en bas de l'échelle, les Védas de Ceylan en ont 200, 250 qu'ils débitent à la queue leu sans la moindre ébauche de syntaxe. Est-ce encore un langage? Chez les tropies, j'ai pu identifier jusqu'à présent 118 sons et modulations diverses. Est-ce suffisant pour affirmer qu'ils parlent? Ou bien en faudrait-il 150? Ou bien faudrait-il 100? Garner a pu identifier chez le chimpanzé du Gabon 60 sonorités diverses. On n'en distingue que 40 chez le corbeau de Picardie. Nous sommes dans le plus parfait arbitraire. Mais ces sonorités, comme vous dites, chez les tropies, sont-ce des cris ou des mots? S'ils disent simplement ouïouïou quand ils se font mal et oulala quand ils sont contents? S'ils disaient zut et vite et stop et hipipipoura, est-ce que ce sont des cris et des mots? L'américain moyen limite son vocabulaire à 300 ou 400 mots. Il vaut donc 10 corbeaux et s'il y aura autant. Les tropies, je vous l'ai dit, usent de formulation et de modulation ayant au moins une signification aussi précise. Tenez, vous voulez des exemples? Attention, danger. Où est passée ma femme ou ma femelle? Le premier qui touche à ma viande, je l'assomme. Est-ce là un langage? Me semble. Mais quand le rossignol fait... Que croyez-vous qu'il veut dire? Eh bien, la même chose que quand les papous font sur leur tam-tam. Autrement dit, il y a des renards dans le coin. Non, désolé, Pop, mais ça, ce sont les chacals. Les renards, c'est... Oui. Oui, c'est vrai. Mais enfin, vous voyez bien que du Tropie jusqu'au Négrito, en passant par le Rossignol, on change seulement de clavier. Et remarquez les pluriels. Un renard. Des renards. Et chez les Tropies, un Kekulkata. Et chez les Négrito, un Boardos. Et chez les Bavarois, Mais non. Ne pourriez-vous pas tirer de tout cela quelques conclusions plus positives? Mais non, je ne le peux pas. Si je le pouvais, je ne serais pas tourmenté comme le voici. Ben, je crois que nous le sommes tous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous tourmente? Mais je ne suis pas seulement anthropologue, votre honneur. Je suis prêtre. Eh bien, moi, je suis juge. Oui, c'est vrai, votre honneur, c'est vrai.
Mais vous n'avez pas, vous, dans l'angoisse et le tourment, à vous demander si ces pauvres créatures ont ou n'ont pas une âme. Les bêtes n'en ont pas. Elles vivent dans le péché. Mais si les tropies ont une âme, alors ils vivent dans le péché et c'est à nous, anthropologues, c'est à moi, prêtre, qu'on demande d'en décider. C'est insoluble, car la science ne peut nous être d'aucun secours sur pareille question. Alors qu'attendez-vous pour la poser à Rome? Ah mais je l'ai fait, votre honneur, je l'ai fait. Pas seulement voilà, on m'a renvoyé à l'encyclique Humani Generis. Ah, l'Église y explique bien la limite entre l'animal et l'homme. Seulement voilà, les tropies, ils s'y baladent sur la limite. Un pied ci, un pied là. Un pied ci, un pied là. Un pied ci, un pied là. Comme Charlot sur la frontière entre le Texas et le Mexique. C'est insoluble. Très bien. De mieux en mieux. La cuisine dit rien, les médecins ne disent rien, ni les anthropologues, ni les prêtres, ni l'Église, ni le pape, ni Rome. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, d'une pareille affaire? Mais nous en relèverons le défi, croyez-moi. Vous n'avez rien à ajouter, mon père? Ah, pas même pour mon salut. Et vous, maître? Pas pour l'instant, votre honneur. L'accusé, pas davantage, je suppose, hein? Très bien. Parfait. À merveille. Mais je suis ici, moi, pour trouver la vérité, messieurs. Et je la trouverai. Que ça vous plaise ou non. L'audience est suspendue. Nous espérons que ces quelques minutes d'interruption vous auront ramené à des sentiments plus conformes au bon déroulement de la justice. Faites entrer le prochain témoin. Permettez, votre honneur, j'aimerais encore poser quelques questions à la professeure Krebs. Très bien. Voudriez-vous, professeur, revenir à la barre, s'il vous plaît? Professeur, vous étudiez la psychologie primitive et donc, je suppose, le langage primitif. Vous venez d'entendre le père d'Illigan. Oh oui, et il ne vous a pas tout dit, le cachotier. Ah, et quoi donc? Il leur avait appris l'anglais à ses tropies. Appris l'anglais. Oui, on va dire âme pour avoir du jambon et zik pour qu'on ouvre la radio. Ils sont fous de jazz pop. Oh, et est-ce qu'ils dansent? Non, ils se battent. Mais ne vous emballez pas. À son orang-outan aussi, Fernès avait appris à l'appeler papa et à dire ti quand il avait soif. Cependant, professeur, n'est-il pas établi que les langages humains se distinguent des langages animaux par la présence ou l'absence d'une même structure fondamentale? Oui, mais c'est trop simple aussi. Expliquez-nous cela. Bon. Prenons par exemple le chinois et l'allemand. Le chinois est une langue musicale et monosyllabique. Selon que l'on prononce ha ou han, la même syllabe signifie soit l'embonpoint, soit le général en chef. De sorte que l'obésité du général en chef se dira par le doublé han ha. Alors qu'en allemand, langue agglutinante, pour dire la même chose, on n'aura besoin que d'un seul mot. Toutefois un peu plus long. Si ces deux langues ont une même structure fondamentale commune, on ne la voit pas tellement bien. Mais dans le langage tropique. Oh, on ne distingue aucune structure. Oh, ça c'est à voir. Et de toute façon, ça ne prouve rien dans l'autre sens. Comment cela? Vous trouverez encore, au Caucase et dans les Pyrénées, des bergers qui
pas un bouc pour ma chèvre? Et envoie-moi donc ta sœur. Ou bien encore. Oui, c'est très intéressant, en effet. Le langage tropi n'en est certainement pas loin. L'ennui, c'est que chaque aspect de la question provoque immédiatement l'aspect contraire. Oh, parce que nous sommes trop intellectuels, votre honneur. Tandis que nos papous, eux, ils se sont fait tout de suite une opinion. Comment ça, quelle opinion? Quel papou? À nos porteurs indigènes. Ils ont mis le pauvre peuple dans tous ces états. Si vous aviez vu sa pauvre gueule. Oh, taisez-vous, Krebs. Il n'y a vraiment pas quoi rire, hein. Des nouvelles de Douglas? Il a quitté Sydney. Il sera ici dans un instant. Prenez garde, mademoiselle. Alerte, alerte. À quoi? L'amour peut aveugler même un esprit scientifique. Mais votre petit journaliste a des idées de journaliste. C'est-il des singes, c'est-il des hommes? Quand au lieu d'observer, on se met en tête de prouver, on est fichu. On ne dit plus que des bêtises. Non mais Krebs quand même, vous ne croyez pas qu'à force de vivre ici des mois et des mois, nous risquons de nous fossiliser à notre tour? Et d'oublier, je ne sais pas moi, quelque chose d'important, de bien plus important? Oh, c'est du romantisme. Vous ne croyez ni à Dieu ni à diable. Bon, je sais moi non plus, mais... Mais quand même, tenez, l'âme par exemple, ce mot ne vous dit rien? Bah, bien sûr que si. Mais à condition qu'on me dise ce que c'est, objectivement. À quel signe elle se manifeste? À quel signe on la reconnaît? Ah, Pop! Quel signe? Mais à la prière. Eh ben, je ne prie pas. Par conséquent, je n'ai pas d'âme. Par conséquent, je ne suis pas humaine. Mais vous priez sans savoir. Alors je suis humaine sans le savoir. Vous n'avez pas fini de vous chicaner tous les deux. Ah, mais voici Douglas. Oh Douglas, vous avez fait vite! Bon voyage. Ça vous a pris signer. Ah, vous avez pu montrer mon film aux Misérables. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Justement, je suis venu pour vous en parler. Nous avons commis là une grave erreur. Voilà les faits. Sur nos tropies? Non, en montrant nos films, sans d'abord être sûr de ce qu'ils sont, nos tropies, parce que là, il va falloir en décider, sans tarder. Pour la 100e fois. Elles sont ce qu'elles sont, ces créatures. Le nom qu'on leur donnera n'y changera rien. Nous avons tout le temps d'y réfléchir. Ça, c'est ce que vous croyez. Comment, que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Répondez-moi d'abord. Pourquoi refusez-vous de les classer dès maintenant dans l'espèce humaine? Ils y ont droit, bon sang, avec tout ce qu'on leur a appris à faire. Ne vous emballez pas. Vous n'avez pas vu les castors creuser des digues et changer le cours des rivières? Et savez-vous que les fourmis font des conserves de champignons, qu'elles élèvent du cheptel, qu'elles enterrent leurs morts au cimetière? Et quand bien même un cheval apprendrait à jouer du canot, ça n'en serait pas un homme pour autant, ça resterait toujours un cheval. Mais vous ne l'enverriez pas à l'abattoir? Mais vous confondez tout, ça n'a rien à voir. Pour vos singes fossiles, il y a 1 million d'années peut-être, mais ces tropies-là sont vivants, Sibylle. Ils sont vivants. Vivant ou mort, quelle différence? Bon sang, mais je me demande si vous avez un cœur dans la poitrine ou une mâchoire brèche-dents. Vous avez parfaitement raison. À des moments pareils, cette sécheresse de la science me dégoûte. Savez-vous ce que je pense? Que nous devrions tous être damnés. Vous tous hommes de science? Non, non, nous tous hommes de foi et de religion. Cette question des tropies ouvre des perspectives effrayantes. Le baptême existe depuis 2000 ans, l'homme depuis 500 000. Alors, ces milliers et ces milliers d'âmes, que sont-elles devenues? Et ces pauvres tropies-là, qu'est-ce que je dois en faire? S'ils sont des bêtes, un sacrement serait sacrilège. Ils ridiculiseraient ma robe. Mais si ce sont des hommes, puis-je les abandonner? Hein? Puis-je les abandonner? Mais Pop, vous voulez les baptiser? J'en sais rien, j'en sais fichtrement rien, j'en crève. Der Teufel! Il se passe quelque chose! Je vais voir. Oh, il m'a corrié ce brave vieux homme avec ses ouailles! Ils ont pas fini de lui donner du fil à retordre, tiens! Alors, Pop! Qu'est-ce qu'il faut, vos papous? Hein?
des hommes ou des animaux? Nous n'en savons rien nous-mêmes. Comment leur demander d'en savoir plus que nous? Mais ce sont d'horribles anthropophages. Ou de paisibles chasseurs? Qu'en savons-nous? De quoi les accuser? De quoi, mon Dieu? Maman, Oui, ma fille. nous devons tous des excuses à Douglas, c'est lui qui avait raison. Nous ne pouvons plus admettre de rester dans l'incertitude maintenant. Mais comment en sortir? Je propose quelque chose. Ah. Une espèce zoologique, qu'est-ce que c'est en somme? Un groupe d'animaux capables de se reproduire entre eux, même si parfois ils ne se ressemblent pas entre eux. Faites par exemple couvrir par un bassin une femelle de Saint-Bernard. Bon, je ne dis pas que ce sera pratique, mais vous aurez quand même un chien. Alors, Pop, ne pourrait-on pas faire engrosser une de ces tropiettes parlant de vos papous afin de voir ce que ça peut donner? Si pareille infamie devait jamais se produire, je rentrerai immédiatement cacher ma honte dans mon couvent de bénédictins. Allons, pauvre. Pourquoi ce n'est pas si bête? Et si c'est une question de pudeur, il suffirait d'une insémination. Et d'ailleurs... Ah, satanisme! Satanisme! Les bêtes ne peuvent pécher. Elles sont innocentes. Mais l'homme est une créature divine. Et les principes détournés que vous évoquez dissimulent sans l'abolir. Un sacrilège abominable. L'Église condamne l'insémination. Mais elle n'est pas intransigeante et ferme souvent les yeux. D'ailleurs, nous devrions mener l'expérience sur 2 fronts et faire couvrir d'autres tropiettes par un gorille et un orang-outan. Nous verrons bien ceux qui réussiront, les hommes ou les bêtes. Et s'ils réussissent tous, que ferez-vous de toutes ces créatures? Ignorez-vous les cas d'hybridation? Une chienne peut être fécondée par un loup, ça donne un crocotte. Une ânesse par un étalon, et même une vache par un âne, et vous avez un jumard. Vous ne pouvez être sûr de rien. Je me refuse à être complice d'une pareille profanation. Bon. Alors une autre idée. Par exemple, un assassinat. Oui, on découvre un cadavre, on arrête le coupable, on le juge, on le condamne. C'était celui d'un homme, on la quitte, c'était celui d'un singe. C'est peut-être un peu exorbitant comme Et idée. si en fin de compte c'était la seule solution? Comment que voulez-vous dire, Douglas? Expliquez-vous. Il est temps, celui que vous sachiez où nous en sommes. Il court un bien plus grand danger pour nos pauvres tropies que d'en voir 2 ou 3 passer à la broche. Quelque chose les menace? Parlez. C'est à cause de nos films. Nous n'aurions pas dû les montrer. Pas sans d'abord être sûr que ces vieux crabes du muséum ne les montreraient à quelques spectateurs indiscrets. Et ils l'ont fait, ces salauds! À qui? Pour nous effrayer. À une bande de cannibales autrement plus féroces et voraces que nos pauvres papous. À commencer par une certaine Van Cruzen de Sydney. Madame Van Cruzen, où résidez-vous ordinairement? À Sydney et à Londres. Et de quoi vous occupez-vous là-bas? De différentes affaires. Si nos informations sont justes, n'êtes-vous pas depuis peu devenu président de la société fermière du Takura, en Nouvelle-Guinée? Oui, entre beaucoup d'autres. Nous exploitons les gisements du massif en naphte, nitre, wolfram et autres minéraux. Nous recueillons le caoutchouc des EVA. Et nous menons des chasses. C'est tout pour le moment. Car vous avez d'autres projets? On a toujours d'autres projets. Dites-nous donc, Madame Van Cruzen, comment avez-vous appris l'existence dans le massif du Takura de nombreux spécimens de Paranthropus erectus, familièrement appelés tropies? Lors de certaines projections privées.
Au muséum de Melbourne, c'est cela? Oui, je suis membre de son conseil administratif. Et que représentaient ces films que vous avez vus? C'était des documentaires sur la vie des tropies. Que l'on voyait au travail, n'est-ce pas? Oui, parfois, oui. Pendant des expériences de dressage et s'acquittant fort bien de diverses besognes. Quand avez-vous projeté ces films? J'en ai perdu la date. Et quand avez-vous pris le contrôle de la société fermière? Votre honneur, n'est-ce pas intervenir dans mes affaires? Dois-je répondre? Vous avez prêté serment, Madame von Krusen. À la fin d'octobre dernier. Ainsi, très peu de temps après la projection des films. La société fermière n'était-elle pas pourtant quelque peu en déconfiture? Elle avait des difficultés. Ce qui ne vous a pas empêché d'en acquérir en toute hâte et pour un prix dérisoire la majorité des actions. La société fermière devenant propriétaire de toute la faune du Takura, par conséquent, si les tropies sont des singes, ils vous appartiennent, avec le droit d'en faire ce que bon vous semble. Sans doute. S'ils sont des hommes, au contraire, ils n'en constituent pas la faune, mais la population, laquelle échapperait à toute propriété. Madame von Krusen, n'avez-vous pas, en ce même mois d'octobre, constitué un consortium en vue de fonder en Australie des chefs de filature? Oui, j'en ai jeté les bases, oui. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'existe pas en Australie, pourtant grande productrice de laine, d'industrie équivalente à la nôtre. Comment expliquez-vous cela? Je ne suis pas économiste. Ah, nous pouvons très bien répondre à votre place. C'est une question de prix de revient. Si l'Australie nous envoie sa laine brute au lieu de la tisser sur place, c'est tout simplement que la main-d'œuvre y est plus rare et donc beaucoup plus chère qu'en Angleterre. Tout essai de concurrence avec nos chaînes de filature, c'est toujours soldé par des faillites. Personne ne l'ignore là-bas, les banques moins que tout autre. Demandez-leur. Néanmoins, et toujours en ce même mois d'octobre, elles ont subitement investi plusieurs millions de dollars dans la construction immédiate de vastes chaînes de filature. N'est-ce pas de leur part une étrange imprudence? Je vous répète, demandez-leur. À moins qu'elle n'ait d'excellentes raisons de croire que vous êtes en mesure de vous procurer une nombreuse, très nombreuse main-d'œuvre bon marché. Très bon marché. Mais votre honneur, on est en train de me chercher une mauvaise querelle. Où la défense veut-elle en venir? À nous accuser d'esclavage, parce qu'il existerait un projet de main-d'œuvre tropiée dans nos usines. Mais si c'était vrai, il apparaît de façon évidente que les tropies appartiennent à certaines espèces de primates, et non à l'espèce humaine. Existe-t-il une loi qui interdit l'emploi d'animaux domestiques pour soulager le travail humain? Non, en effet. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Abandonnées dans le désert, les tropies sont exposées à tous les aléas. Nous allons au contraire, nous, soumettre les femelles à un élevage intensif, dans des locaux ultra-modernes, avec des soins vétérinaires de tous les instants. Est-ce un crime contre la prospérité de l'espèce? À l'époque des amours, les mâles se livrent à des luttes meurtrières. Nous les protégerons contre eux-mêmes par une petite opération. Y trouvez-vous à redire? Nous les emploierons dans nos usines par équipe de 6, sous la conduite d'un ouvrier. Cela produira des tissus à bas prix. Qui s'en plaindra? Sinon, bien entendu, les textiles anglais, et bien qu'ils se défendent. Il me semble que messieurs les jurés commencent à se faire une idée de ce procès plus réaliste. Mais encore faut-il que pour ces beaux projets se réalisent, Madame von Krusen, que vous ayez la certitude que les tropies ne sont pas des hommes, mais des singes. Bien entendu, oui. Et d'où tenez-vous cette certitude? Du rapport de Julius Drexler à l'Académie de Johannesburg. Car cet éminent savant du Sud-Africain a bien conclu, n'est-ce pas, que les tropies indubitablement appartiennent au règne animal. Animal, oui, sans restriction, oui. Je vous remercie, mademoiselle. Nous n'avons plus besoin d'elle. Très bien.
messieurs du jury, la conclusion du fameux rapport, et vous jugerez du crédit qu'il faut lui accorder. La découverte du Paranthropus erectus, écrit Sir Drexler, vient heureusement balayer les notions simplistes que nous avions de l'homme. Plus de doute, désormais, l'unicité de l'espèce humaine n'existe pas. Seule existe une échelle d'hominidés au sommet de laquelle unique homme véritable est l'homme blanc. Et il conclut, la première question à poser dès aujourd'hui est donc, les nègres sont-ils des hommes? Oui, cette question abominable, mesdames, messieurs du jury, a bien entendu été reprise avec enthousiasme par tous les journaux d'Afrique du Sud, de Rhodésie et même par certains pays d'Amérique du Nord, en Géorgie, en Alabama. Est-ce à cela que la défense doit en venir? Est-ce à faire admettre par un tribunal britannique et pour sauver la tête d'un assassin une thèse aussi révoltante, aussi immonde, aussi Non, ce criminelle? n'est pas cela. C'est même tout le contraire. Alors maître, expliquez-vous, nous attendons vos précisions là. Nous voulons montrer que l'essentiel dans ce procès, ce n'est pas le sort de mon client ni de quelques malheureux tropies, mais le destin peut-être de nombreux petits peuples sans défense que l'on s'apprête, vous l'avez entendu, à réduire de nouveau en esclavage. La menace est pressante en Australie. Elle pèse en Afrique du Sud. De proche en proche, elle pourrait remonter jusqu'à nous et à nos travailleurs immigrés. Seul peut anéantir ce monstrueux projet ce qui se décidera ici. Et ce qui se décidera ici, si mon client l'obtient, il se pourrait que ce fût au détriment de sa vie et de son honneur. Il le sait, il l'accepte. Et voilà, votre honneur, les choses comme elles sont en vérité. Mademoiselle Silvegri, voudriez-vous revenir à la barre, s'il vous plaît? Devons-nous décidément comprendre, mademoiselle, que l'apparition parmi nous de ces pauvres tropies a si bien bouleversé les notions généralement admises de l'espèce humaine qu'entre l'homme et l'animal, il n'existe plus vraiment de frontières précises? Que pouvant en faire passer cette frontière désormais où cela leur paraît commode, rien n'empêche certains gouvernements cruels de rayer d'un trait de plume n'importe quel peuple de couleur? Mais pourquoi de couleur, votre honneur? Cette discrimination pourrait tout aussi bien s'appliquer à l'homme blanc le jour où il perdrait sa suprématie. Comment que voulez-vous dire? Que le racisme, c'est la loi du plus fort, rien d'autre. Et que le jour où les peuples d'Asie ou d'Afrique le deviendront les plus forts, ce sera bien leur tour de nous rendre l'appareil. Et nous dominer? Prétendre que nous sommes, nous, les Anglais, plus près du singe? Pourquoi non, votre honneur? Ce ne serait pas sans motif. Le noir du Sénégal se tient plus droit, plus noblement que nous. Le squelette du chinois est plus fin, plus délié. L'hindou a le système pileux moins développé. Si nous le sommes les moins forts, ce sera bien leur tour de nous traiter en simples hominidés, en espèces inférieures. Alors il faudrait sans tarder établir où elle passe, cette frontière, et empêcher ainsi toute contestation. Ne pourriez-vous, mademoiselle, ainsi que votre mère et d'autres anthropologues de toute nationalité, vous mettre au moins d'accord sur une définition zoologique de l'espèce humaine? Après quoi, vous reviendrez à cette barre nous apporter vos conclusions. Je ne vous la souhaite pas néheureuse, votre honneur. Vous aurez des vrais cheveux blancs, avant que vos anthropologues ne tirent une quelconque Est-ce donc si conclusion. difficile? Mais... difficile, non, votre honneur, mais arbitraire. La nature ne classifie jamais. C'est nous qui le faisons, par commodité. Non, voyez-vous, je pense qu'il serait plus facile de tirer au sort. Ça serait plus rapide et ça ne serait pas moins injuste. Non, non, moi je dis, mademoiselle, que pour sauver la tête de votre amant, vous trompez le jury. Beaucoup d'anthropologues ne pensent pas comme vous et ont sur les tropies un avis bien précis. J'en connais au moins une qui a cet avis et vous allez l'entendre. Et j'en ai un aussi qui attend de comparaître. Ah, très bien. Eh bien, voici donc d'accord au moins pour une fois la défense et l'accusation. Le nom de votre expert? C'est la professeure Knatch du Collège Royal de Paléontologie, une sommité dans sa branche. Très bien, merci mademoiselle. Vous pouvez disposer. Introduisez la C'est idiot tout ça! professeure Knatch. Si ces êtres-là sont des hommes, bien sûr que ce sont des hommes!
Ils font du feu, non? Ils marchent debout, non? Il n'y a qu'à regarder leur astragale. Vous avez déjà vu un singe avec un astragale comme ça? Je ne vais pas vous l'expliquer, vous ne comprendriez pas. C'est un os du pied dans la cheville. Et rien que cet astragale, est-ce que ça ne suffit pas? Hein? Quoi? Ils ont des orteils de singe, mais des souvenirs du singe, on en a tous. Regardez les enfants quand ils apprennent à marcher, marchent encore sur le bord extérieur de la plante du pied, comme l'orang-outan. Et ces gosses, c'est des singes? Non. Par conséquent, la forme de l'estragale dans la cheville qui maintient tout. Épais. Non, qu'est-ce que je raconte? Mince. C'est un singe. Large et épais, c'est un homme. Pas sortir de là, c'est pas compliqué, tout est dans l'astragale. Le reste, pas la peine d'en parler. Avez-vous des questions à poser? Non, votre honneur, nous souhaitons plutôt entendre tout de suite le professeur Eaton, une sommité aussi du collège d'histoire naturelle. Très bien, merci professeur. J'appelle le professeur Eaton. Professeur, vous venez d'entendre les considérations de votre confrère, la professeure Knatch, qu'elle vient de nous expliquer. Partagez-vous ces considérations? L'étude du professeur Knatch sur la structure comparée de l'astragale du chimpanzé, de l'australopithèque et d'une femme japonaise est assurément de celles qui font automne. Mais en fait, j'ai bien peur qu'elle en ait tiré des conclusions bien imprudentes. Et j'ai l'honneur d'assurer la Cour qu'elle vient d'entendre un très grand nombre de bêtises. La théorie du professeur Knatch suppose en effet que nos ancêtres, arboricoles et pédimanes, aient lentement muté en bipèdes et bimanes à la suite de leur migration hors de leur habitat Mais en fait, les données zoométriques de l'anatomie comparée tendent à nous prouver le contraire. Ne pourriez-vous, professeur, user au moins d'un langage un peu plus accessible aux profanes? Je disais donc que, selon cette théorie, nos grands-pères vivaient dans les arbres et avaient 4 mains comme les singes pour mieux s'agripper aux branches. Ça va, hein? Puis ils en descendirent pour aller chasser. Et petit à petit, leurs mains devinrent les pieds pour mieux marcher sur le sol, ces pieds épais dont la professeure Knatch nous rabat les oreilles. Mais malheureusement pour elle, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Toutes les recherches sont là pour nous le prouver. Elles nous montrent en effet que la structure du pied, loin d'être un progrès par rapport à celui du singe, est en fait beaucoup plus primitif, tant dans son plan que dans sa structure. Et il s'ensuit que l'espèce humaine, aux pieds épais, comme ses très lointains ancêtres tétrapodes de l'ère tertiaire, n'a jamais vécu dans les arbres, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et les tauropies, avec leurs 4 mains, ne peuvent pas être sur notre lignage. Et même s'ils se tiennent parfois debout, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas des hommes, ce sont des singes. En résumé, professeur, si la Cour vous a bien compris, selon vous, les tropies se trouveraient tout au bout d'une lignée de singes très évoluée et non tout au début d'une lignée d'humains encore très primitifs. Exactement. D'ailleurs, il suffit d'observer un tant soit peu ces tropies pour voir leur comportement. Ils réagissent à tel ou tel stimulus extérieur et non à la raison logique. Donc voyez-vous, votre honneur, le nom de Paranthropus qu'on leur a donné leur convient tout à fait. Ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. La Cour autorise-t-elle la professeure Knatch à répondre? Oui, très bien. Un stimulus! Qu'est-ce que c'est que ça, un stimulus? Mais tout est un stimulus! Même la raison logique est un stimulus! Oh là 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 là! Mais il faut bien qu'elle vienne de quelque part, non? C'est pas le Père Noël! Ma parole, professeur!
n'avez jamais lu Aristote? Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est la pensée. Qu'est-ce qui fait la pensée? C'est l'outil. Et l'outil, c'est la main. Pas de main, pas de pensée. À quatre pattes, pas de main, donc pas de pensée. Ce qui fait la pensée, c'est la station droite. Par conséquent, ce qui fait la pensée, c'est l'astragale. Va sortir de là. Notre cher collègue semble oublier le principal. Car sur les 1065 caractères anatomiques relevés par Kite sur l'homme et sur les diverses espèces de singes, 750 caractéristiques sont communes à tous. Et seules à peine 300 sont particulières à l'espèce humaine. Donc, qu'il manque un seul petit tendon, une seule petite vertèbre, et nous n'avons plus affaire à l'homme proprement dit. Ma parole, professeur Eaton, vous ne seriez pas d'accord avec l'infâme théorie de Julius Drexler? Que voulez-vous? L'égalité est peut-être un beau rêve, mais un biologiste n'est pas fait pour rêver, sauf peut-être à 8 heures du soir. Et si, en définitive, la zoologie nous montre que le seul véritable homme, c'est l'homme blanc. S'il apparaît de l'homme de couleur, n'est en fait pas réellement un homme, eh bien, nous le regretterons, certes, mais il faudra l'accepter. Et nous ne pouvons pas, en vertu des droits de l'homme, changer l'anatomie. C'est avec l'anatomie qu'il faudra conformer les droits de l'homme. Et si nous avons eu tort d'émanciper cette ethnie inférieure, Écoutez, professeur, vous étiez appelé à témoigner, et non à propager dans cette enceinte des théories qui ne seraient que désagréables si elles ne s'étaient pas révélées par le passé de surcroît criminel. mais je professe, votre honneur, de la zoologie. Désirez-vous poursuivre cet interrogatoire? Plus du tout, votre honneur. Vous pouvez vous retirer, professeur. Votre honneur, nous avons fait citer le professeur Eaton connaissant ses opinions racistes. Si le professeur a raison, c'est que la zoologie a raison, et qu'il a raison d'être raciste. Mais s'il a tort, au contraire, c'est que la zoologie a tort aussi. Et voilà ce que nous voulions démontrer. Que la zoologie a tort et que votre client a raison. Que la zoologie est une science admirable quand il s'agit des animaux. Qu'elle est odieuse, humiliante, détestable quand on prétend nous l'appliquer. Que racisme et zoologie quand il s'agit des hommes, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà la leçon de cette confrontation. Voilà le but de ce procès. Que l'on sorte enfin de la zoologie. Honnêtement, votre honneur, croyez-vous, après avoir entendu se disputer ici tous ces éminents anthropologues, que ce qui est humain dans l'homme puisse être ni défini, ni mesuré par la zoologie? Non, heureusement. Comprenez-vous que si mon client a mis en jeu son honneur et sa vie, c'est afin qu'une bonne fois cela soit établi. Ce que Douglas Templemore attend de ce procès, ce n'est pas de savoir si les tropies sont ceci ou cela. Ce qu'il attend, c'est que soit définie, une fois pour toutes, et sous l'autorité d'un tribunal, la nature de cette chose unique qui distingue les hommes du reste de la création. Ce que l'être le plus primitif, pourtant plus proche par l'intellect du chimpanzé que d'Einstein, partage avec Einstein et pas avec le chimpanzé, qu'on l'appelle l'âme, l'esprit ou tout ce qu'on voudra. Oui, oui, oui. Et pour la définir, cette chose irremplaçable, c'est surtout que contre votre client. Forcément. Eh bien, cette confiance nous honore. Mais est-ce vraiment là le rôle d'un tribunal? Pour y voir plus clair, votre honneur, il nous semble qu'il manque l'essentiel à ce procès. Les tropies, votre honneur. Depuis 2 longues séances, nous n'avons fait ici que de parler d'eux, et nous n'avons pas vu le bout de la queue d'un seul. Oui, vous avez raison. Mais le fait est que le tribunal est bien embêté pour en introduire un dans cette enceinte, rien n'ayant été prévu par la jurisprudence. Mais si nous allions les voir, Il serait contraire à l'usage que le jury quitte la salle Il d'audience. y a des précédents. Pas à ma connaissance, non? Bien.
la Cour accède à votre requête et décide de se transporter devant les spécimens de Paranthropus erectus. L'audience est suspendue. C'est vraiment saisissant. Jamais je ne me serais figuré de telle chose. C'est aussi, on leur a mis des habits. Pourquoi? Pour la naissance? C'est quand même triché, non? C'est vrai, hein, qu'on va savoir comment ils sont là-dessous. C'est vraiment saisissant. On croirait avoir affaire à des hommes véritables. Non, non, des hommes, c'est impossible. Et pourquoi donc? Regardez toutes ces paires d'oreilles. De gentilles oreilles, je veux bien. Mais toutes ces paires d'oreilles, ça n'a rien d'humain, ça. Oh oui, mais les yeux, il y a quelque chose derrière ces yeux. Oh, beaucoup moins dans ce mon chat. Si, il y a une pensée, peut-être très vague et très obscure, mais une pensée quand même. L'embêtant, c'est qu'on ne voit pas leurs pieds, enfin leurs mains, dans ces chaussures. Peut-être que ça changerait tout. Oh, moi, ça ne me fera pas changer d'avis, hein. Moi, ce n'est pas la forme de leurs oreilles, de leurs orteils ou de leur astragale qui va me contredire. Moi, je vous le dis, ces animaux-là, eh bien, ce sont des hommes comme vous et comme moi. C'est de la diffamation. Ah. La petite bête, c'est douce, c'est gentil. Avez-vous jamais vu des hommes aussi tranquilles, aussi inoffensifs? Regardez comme ils sont contents. Puis-je me permettre de dire que nous faisons fausse route? On nous a bien montré que ce ne sont ni leurs pieds, ni leurs mains, ni leurs yeux qui peuvent nous permettre de nous prononcer. Non, non, non. Le juge a raison. Que sont ces créatures d'un point de vue légal? Voilà la question à mon avis. Votre honneur, si vous pouviez simplement nous rappeler quoi? La définition ordinaire, la définition légale, juridique de l'homme. Eh bien, c'est simple. Dans la loi, une telle définition n'existe pas. J'ai du mal à me faire comprendre. Nous sommes bien quelque chose, légalement parlant. Oui, vous êtes commerçant, notaire, marié ou célibataire, contribuable, abonné au gaz. Mais comment tout court? Non, la loi ne le dit pas. Mais enfin, mais c'est incroyable! Faut-il comprendre qu'on a pensé à tout? Qu'on a tout édicté, réglementé, promulgué, enregistré? Tout dans les moindres petites choses, sauf quoi? Mais justement nous-mêmes! Oui, ça peut paraître incroyable en effet, mais pourtant c'est la vérité. Vous me voyez aussi désolé que vous. Mais enfin, mais n'est-ce pas comme si on avait pensé à rien? Comme si on avait mis un tas de charrues avant les bœufs? Parce qu'enfin, si les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent, comment diable peuvent-ils s'entendre sur ce qu'ils veulent? Oui, c'est sans doute pourquoi ils s'entendent si mal. Oui, certainement. Et vous avez raison. Pour savoir si l'accusé est coupable et innocent ou innocent, il faudrait déjà savoir si les tropistes sont des hommes. Mais comment savoir si nous ne savons pas nous-mêmes ce qu'est un homme exactement? Exactement et légalement. Et puisque ce n'est pas fait, ce sera la première mission qui vous incombe, mes amis. Permettez, votre honneur, mais c'est fait, et même très bien fait. Allez, dites ça. C'est la raison. Ce n'est pas la raison, trop sujette à l'erreur. C'est que nous sommes formés pour connaître Dieu, et que les bêtes ne le sont pas. Et comment savons-nous si les bêtes ne connaissent pas Dieu à leur manière? Je vais un perroquet. Votre honneur, je tiens à vous informer
que si le jury devait adopter une formule où serait absente l'idée de Dieu, je me récuserais immédiatement de votre séminaire. Eh bien, moi aussi, je me récuserai si ça doit finir avec vos bonnes dieuseries à la con. Non, allons, du calme et procédons par ordre. L'un est pour Dieu, l'autre pour la raison. Il doit bien exister un moyen terme. Posture et même simple comme bonjour. Ah, c'est quoi? Dites-nous. Les perversions sexuelles. Ah bon, bah j'avoue que je n'ai pas vu ça comme ça. Bah, le moyen terme, il est pourtant bien visible. Dieu, et c'est pas toutes les créatures entre hommes et femelles. Pas d'exception chez l'animal. Mais seuls l'homme et la femme, parce que doués de raison, ils peuvent se passer de l'autre sexe. Alors moi, je vous le dis si vous ne le savez pas, hein, qu'en tant qu'éleveur de volailles, j'ai pu constater que les ménages homosexuels étaient très fréquents chez les canards. Quelle horreur! C'est dégoûtant! Non, moi, je vais vous la dire, la différence. C'est que les animaux sont bons et les hommes sont méchants! Oh, Voilà! stupidité! Animal raisonnable, voilà l'homme et moi je n'en démords pas. Je n'en démordrai pas non plus. L'homme, c'est la foi en Dieu. Ah, l'homme, c'est d'abord l'outil. C'est son âme. C'est le social. Une ascète. C'est l'homme, c'est le travail. La méditation. Ah, calmez-vous! Et il va encore une fois vous mettre d'accord. Le social, la méditation, les canons, les bouchers, la guerre et l'église. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'histoire. Eh oui. Et ce n'est pas l'homme qui fait l'histoire, c'est l'histoire qui fait l'homme. Qui vous dit qu'au temps préhistorique, nos aïeux n'étaient pas des hommes? Merci pour eux. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Que reste-t-il des civilisations disparues? Des Romains, des Grecs, des Égyptiens, les œuvres des artistes. Moi, je vous dis que c'est l'art. Ah oui. Il me reste silence. Très bien. Et alors, l'art, c'est quoi? Définition. Pas besoin de définir l'art. Eh, Tout le tiens. monde sait ce que c'est. Et oui, et alors pas besoin de définir l'homme parce que tout le monde aussi sait ce que c'est. Je ne prétends pas autre chose. Oui, mais nous ne discutons pas pour constater que l'homme n'a pas besoin d'être défini, mais pour nous efforcer de le définir. Et nous voilà moins avancés, j'en ai peur, que nous ne l'étions au commencement. Audience tout à l'heure. Une audience, bien entendu. Qu'est-ce que vous lisez là? Le code Napoléon, c'est tout dire. Ce Bonaparte a toujours été très encombrant. Qu'est-ce que c'est son code? Le droit français. Qu'est-ce que vous y Ah, cherchez? c'est tout de même extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Eh bien, voici un monument de logique minutieuse, où les lois s'emboîtent les unes dans les autres, avec la précision d'un mouvement d'horloge. Depuis les droits de l'homme et du citoyen, où tout est défini et codifié. Ah, depuis le propriétaire de l'œuf que la poule a pondu dans le champ du voisin. Vraiment? Mais l'homme et le citoyen, ils n'en disent rien. N'existe pas, faut croire. Ça ne vous paraît pas extraordinaire? Et qui est-ce en définitive? Qui ça, l'homme et le citoyen? Mais non, le propriétaire de l'œuf. Eh bien, c'est le propriétaire de la poule. Non, c'est le propriétaire du champ. Ma foi, le fait est que j'ai oublié. Dommage. N'est-ce pas celui qui l'a trouvé? Mais ça ne vous paraît pas invraisemblable? Non, s'il l'a trouvé, c'est bien naturel. Non, que je ce dis soit qu'on lui. s'intéresse à l'œuf plus qu'à l'homme. Nos lois, sur quoi sont-elles fondées?
Sur quelle base irréductible de ce qui fait que l'homme est homme? Macage, pas de réponse. Personne n'en sait rien, et pire, personne ne veut rien dire. Comme si le simple fait d'exister était comme une évidence qui nous tiendrait quitte de nous définir. Tenez, moi, au tribunal, d'un côté, me voilà, je suis juge. Je dois rendre des jugements exacts. De l'autre, il y a l'accusé. Mais lui et moi, qu'est-ce que nous sommes? Et si je ne le sais pas moi-même, de quel droit juger? Mais vous jugerez quand même ce jeune Temple mort. Pourtant, vous savez bien qu'il n'a tué en somme qu'une petite bête. Mais non, nous ne le savons pas encore, justement. Mais tout le montre bien. Cela se voit tout seul, non? Comment? Mais vraiment, qu'est-ce qui se voit? Enfin, vraiment, je suis stupéfait. Est-ce que je sais, moi? Tenez, par exemple, ces tropis. Ils n'ont même pas de gris-gris au cou. Des gris-gris? Comment ça, les gris-gris? Est-ce que vous en portez, vous, des gris-gris? Bien sûr que j'en porte. Mon anneau de mariage, par exemple. Et cette broche. Avez-vous jamais regardé une vitrine? N'est-ce pas plein de gris-gris? Ah oui, ça je reconnais. Chacun a les gris-gris de son âge, je pense. De beaux bijoux, n'est-ce pas? Ou une auto rapide. Et les peuples aussi, il me semble. Les plus jeunes, les plus sauvages, leurs gris-gris sont les plus simples. Aux autres, il faut des gris-gris plutôt compliqués. Mais tous en ont, je crois. Or, voyez-vous, les tropis n'en ont pas. Il faut bien des gris-gris dès que l'on croit à quelque chose, n'est-ce pas? Même les esprits forts, veux-je dire, qui prétendent ne croire ni à Dieu ni à diable, nous les voyons chercher, n'est-ce pas? Mon pauvre père, il aurait voulu être tropi. Oh non, il aurait voulu être yogi, pardon. Il en a lu, le pauvre, des bouquins. Toute une bibliothèque. D'autres, c'est la physique, la chimie ou bien l'astronomie. Ce sont leurs gris-gris, en somme. C'est leur manière à eux de se défendre contre toutes ces choses incompréhensibles qui nous font tellement peur que nous y pensons. La nuit et les fantômes, l'éternité, la mort. Est-ce que je sais? Ce ciel qui n'en finit pas. N'est-ce pas votre avis? Mais si on ne croit en rien, si on n'a aucun gris-gris, c'est qu'on ne s'est jamais rien demandé, n'est-ce pas? Dès qu'on se demande, il me semble, on a peur. Alors, si un être ne se demande rien, mais là vraiment rien, rien du tout, eh bien je pense vraiment qu'il faut qu'il soit une bête. Vous ne pensez pas ainsi? Je bavarde. Vous m'avez dit des choses singulières, ma chère mère. Elles me feront réfléchir, je crois. Vous le ferez quitter, n'est-ce pas? J'aurais tant de peine pour cette petite. Encore une fois, mère, seul le jury a qualité. Bien entendu, bien entendu. Je peux vous débarrasser de ce Bonaparte pour ce qui vous a servi. Ah oui. Les tropis n'ont pas de tabou. Ils ne chantent pas, ils ne dessinent pas, ils n'ont pas de fête ni de rite, pas de danse, pas de sorciers, ils n'ont pas de gris-gris. Ils ne sont même pas anthropophages. Professeur Krebs, voudriez-vous revenir à la barre, s'il vous plaît? Professeur, au cours de vos longues observations sur la psychologie des primitifs, avez-vous jamais observé une de ces tribus qui n'est pas de gris-gris? Des gris-gris. C'est-à-dire, voyez-vous, que la première pensée d'un primitif se confond avec la magie. D'où, en effet, gris-gris, totem, tabou, etc. Aussi, pas d'exception. Non, ce sera impossible, votre honneur. Et les animaux? Les animaux? Rien d'équivalent chez les singes, par exemple? Non, comment voudriez-vous toute pensée, même magique, implique un cerveau capable d'abstraction. Révérend Pop, avez-vous connu des singes qui usent des gris-gris? Oh non,
Non, jamais. Pourquoi voudriez-vous que les animaux portassent des gris-gris? Ils vivent dans la nature. Ils ne s'en sont pas séparés, arrachés comme nous, et n'ont aucune raison d'aller chercher à quelconque Voulez-vous dire que si nous portons des gris-gris, c'est parce que nous nous sommes arrachés, séparés de la nature, et que c'est pour cela que l'homme a peur? Évidemment, votre honneur. Pour avoir peur d'être mouillé, il ne faut pas être dans l'eau. Un poisson n'aura pas l'idée de se munir d'un parapluie. Pour trembler devant la nature, il faut avoir pris de la distance. Nous la contemplons du dehors comme un spectacle épouvantable et merveilleux. Tandis que l'animal n'a pas pris cette distance, et par conséquent n'a pas même conscience du spectacle. C'est tout à fait ça. Bien. Eh bien, l'animal fait un avec la nature, nous sommes d'accord, tandis que l'homme fait deux. N'est-ce pas là, révérend, une très grande différence? Certainement assez grande, oui. Eh bien, oui. mon père, nous vous remercions. Non d'un pétard! Oh, excusez votre honneur. Qu'y a-t-il, révérend? L'animal fait un avec la nature. L'homme fait deux avec elle. Il s'en est séparé. Il s'est dénaturé. Des animaux dénaturés. Voilà ce que nous sommes. Dénaturé? Oui, sortis de la nature afin de la comprendre et de la maîtriser. Et ben voilà, Pop! C'est bien la première idée sensée que je vous entends articuler! Mais en quoi cela nous avance-t-il? En quoi? Mais seul de toute la création à réclamer des comptes, seul à nous révolter contre notre ignorance et notre état, cela explique tout. Le langage, les sciences, les religions, l'histoire et la politique ont cette mer qu'elle foudre. Je voudrais bien partager votre enthousiasme, mon père, mais là je ne comprends vraiment pas. Mais c'est pourtant l'évidence. Mais quoi? Mais que rien d'humain n'aurait pu être possible sans cette insurrection, sans cette rébellion. Mais n'importe quoi! Objection! Je n'aime pas du tout cette idée-là. Il ne s'agit pas de l'aimer ou non, procureur. Il s'agit de savoir si elle est vraie ou fausse. Elle est fausse comme un jeton. Mais pour quelle raison? Parce que la nature est notre mère à tous et qu'on ne se rebelle pas contre sa mère. Oh mais la nature, mais procureur, si l'homme s'était accepté dans son état de nature, porteriez-vous un collet blanc? Il vous faudrait encore courir nu dans la forêt originelle, agitant votre crinière. La prière, mon père, la prière. Oseriez-vous aussi dire qu'elle est une insurrection? Et pourquoi pas? Pourquoi prier si ce n'est pour chercher un bien qui se refuse? N'est-ce pas vouloir changer l'ordre des choses? Mais allons, procureur, si c'est le mot qui vous inquiète, appelons-le l'esprit religieux. Oh non, Pop, c'est même tout le contraire. Mais pas du tout. Chercher le ciel, c'est chercher l'inconnu, et de vouloir connaître l'inconnaissable. N'est-ce pas une insurrection, une rébellion divine à laquelle Dieu nous invite? Non, objection! Ah, avez-vous quelque chose de mieux, procureur, à nous proposer peut-être? Non, mais je ne vois pas où ça nous mène cette histoire de rébellion. Ce n'est pas au maintien de l'ordre en tout cas. Mais enfin, cher confrère, il ne s'agit pas... De l'ordre établi peut-être, mais il y en a d'autres. Peut-être, mais mon rôle dans ce prétoire est de maintenir l'ordre établi. Objection! Mais Objection! enfin, cher confrère! Oh! Ça suffit? Révérend Pop, ce que vous appelez esprit religieux, c'est bien notre aspiration à percer le mystère des choses, le refus de notre ignorance. Oui, le même. Et ce que vous nommez par le mot de rébellion, c'est bien ce même refus des choses telles qu'elles sont. Oui, tout à fait, c'est ça, Bon. c'est ça. Je m'adresse maintenant à la défense et à l'accusation. Procureur, étendez-vous vos préventions à l'esprit religieux. Il faut de la religion pour le peuple. La défense est-elle d'accord? Mais pourquoi ne pas choisir le mot de rébellion, puisque c'est la même chose? Parce que je m'y oppose! Mais ça me dépasse, puisque c'est la même chose! On a souvent plus peur des mots que des idées. Laissons donc le jury adopter la formule de son choix. Esprit religieux ou rébellion. De toute façon, l'essentiel dans ce procès est acquis. Voici l'homme enfin défini. Il ne nous reste plus Je désormais... demande la parole. Eh bien, monsieur Templemore, vous avouerez que vous y avez eu le temps. Une trace de rébellion ou d'esprit religieux soit observée chez les tropies, et nous devons les déclarer
humain en droit et en fait. Et vous, monsieur Templemore, vous serez condamné. Qu'avez-vous à nous dire? Que depuis le début de ce procès, votre honneur, un détail m'a frappé. Oui, moi aussi, si c'est le même. La plupart des tropies, nous dit-on, ceux qui ont suivi Krebs hors de leur grotte, n'allument plus de feu sur leur quartier de viande. Ils se jettent sur la viande crue et la dévorent telle qu'elle. Vous savez bien, Ducaderi, que ce sont des singes. Quant aux autres, ceux qui ont refusé de quitter leur caverne, ils allument bien des feux sous leur quartier de viande, mais ils les retirent aussitôt et les dévorent aussi telle qu'elle. Ce serait une sorte d'instinct, nous dit-on, comme un chien qui va enterrer son os. Mais dans ce cas, votre honneur, comment expliquer que cet instinct, tous les tropies ne le partagent pas? Oui, en effet, cela reste à élucider. Tandis que si l'on considère ce geste étrangement inutile comme une sorte de cérémonie du feu, une ébauche d'acte rituel, de purification ou d'exorcisme, une forme primitive, votre honneur, de tabou. Tout ce comportement ne s'expliquerait-il pas? Oui, vous avez raison. Mais n'êtes-vous pas en train de nous dire, monsieur Templemore, que les tropies sont des hommes? Ils sont des hommes. Si le jury vous suit... Et s'il ne me suit pas, c'est tout un petit peuple que nous abandonnerons. La cour admire votre courage, monsieur Templemore. Mais je vous préviens, une fois que l'accusation aura parlé, plus personne ne pourra prendre la parole. Vous n'avez rien à ajouter? Non, votre honneur. La parole est à la défense. Selon la volonté de mon client, il n'y aura pas de plaidoirie, votre honneur. Oh, comment? Pas même pour des circonstances atténuantes? Non, votre honneur. La parole est à l'accusation. Eh bien, qu'ajouter, votre honneur, qui ne soit déjà dit? Plus de doute désormais pour personne. C'est l'accusé lui-même qui l'avoue. Les hommes sont... Pardon. Les tropies sont des hommes. Nous jugeons le meurtrier d'un enfant. Son enfant. Et si, par malheur, il vous restait encore quelques scrupules, nous vous en conjurons, ne cédez pas à une indulgence déplacée qui porterait un coup fatal à la protection de l'enfance et ouvrirait les vannes à un déluge d'infanticide. Votre voie est toute tracée, vous n'avez plus le choix. Sachant ce que vous savez, vous devez déclarer l'accusé coupable. J'ai dit. La parole est à la défense. Mais votre honneur, vous l'avez dit vous-même, dans ce pays, nul ne parle après l'accusation. Ouh, sauf s'il s'agit d'un point de droit. Ah, mais je n'avoue là aucun point de... Si, on peut en soulever plusieurs. Mais un seul suffira. Mon distingué collègue, si pointilleux sur toutes les questions touchant à la légalité, nous dira-t-il si, à sa connaissance, il existe dans ce pays des lois rétroactives? Oh, ce serait absolument contraire à l'esprit de nos lois. Bien. Le jury va probablement répondre dans un instant que les tropies sont des hommes et la petite victime un enfant. N'est-ce pas, mon cher confrère? Assurément. Et mon client un assassin. N'est-ce pas évident? Bien. Supposons maintenant que le jury décide que les tropies sont des singes. N'aurait-il pas toujours été des singes? N'est-ce pas aussi évident, mon cher confrère? Mais si... Non, je proteste votre honneur contre une diversion de dernière minute qui vise à jeter le doute. Il y a une question posée, procureur. Ne seraient-ils pas des singes? Et la petite victime aussi? Peut-être, mais de toute façon, puisque le jury va décider. Par conséquent, condamner mon client pour un acte commis à une époque où on ne savait pas ce qu'étaient les tropies, le condamner pour finalement un acte commis alors que ce qui va définir les tropies ne le sera que dans un instant par ce juré, ne serait-ce pas lui appliquer une peine rétroactive? Ce serait assurément lui en appliquer une. Non, mais votre honneur... Eh bien, maintenant, comme le veut l'usage, résumons les débats.
L'humanité, nous l'avons vu, n'est pas un état à subir, mais une dignité à conquérir. Les tropies ont-ils fait preuve des mérites nécessaires? En d'autres mots, sont-ils des hommes? Ce sera la question qui vous sera posée en premier. Si vous répondez oui, nos règlements et nos lois protégeront leur vie et leurs droits. Mais par le passé, les protégeait-il? Et l'accusé est-il coupable d'avoir enfreint, il y a 6 mois, cette protection future? En résumé, faut-il le condamner rétroactivement? Ce sera la deuxième question. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous retirer pour délibérer. Pourquoi faire, votre honneur? Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Donc, à la première question, nous répondrons oui, les tropies sont des hommes. Comment? Mais c'est absurde! C'est nul, mais c'est nul. Et à la deuxième question, nous répondons non, le coupable est innocent. L'accusé est acquitté Avec les félicitations du jury. et des textiles anglais. Les 2 chapeaux qui vont recueillir vos petites piécettes et billets, qui sont disposés à la sortie, comportent la mention Tropie hors map Tropie. Donc, vous pouvez voter pour ce que vous préférez. Oui, homme ou Tropie. Homme ou Tropie. Donc, vous pouvez voter pour ce que vous préférez. Vous avez compris mieux. Là, voilà. Là où il y aura le plus d'argent, vous aurez gagné ce procès et ce sera le véritable verdict. Il sera sur les réseaux sociaux. On publiera ces résultats sur nos réseaux sociaux, on a Twitter, on a Facebook, n'hésitez pas à nous suivre, comme ça vous serez au courant de nos prochaines dates et si jamais vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à le recommander car nous jouons la semaine prochaine, samedi à 20h à Montferrier-sur-Lèze à la salle du Devezou. Voilà, merci beaucoup. À venir boire un pot de l'amitié. Par là. Voilà.